Le vendredi 16 mai 2026, vers 14 heures, heure locale, un officier israélien a été tué par un drone explosif du Hezbollah dans le village de Deir Serian, au sud du Liban, à l'intérieur de la zone tampon que l'armée israélienne maintient sous le cessez-le-feu partiel entré en vigueur le 16 avril. Il s'appelait capitaine Maoz Israël Rekanati, 24 ans, commandant de section du 12e bataillon de la brigade Golani, originaire de la colonie religio-sioniste d'Itamar en Samarie. Un autre soldat a été légèrement blessé. Le Premier ministre israélien a mentionné le capitaine Rekanati par son nom dans une déclaration le soir même. Il a noté que Rekanati était à environ 30 jours de son mariage avec sa fiancée, Rani. La cérémonie était prévue pour juin. Rekanati est le 7e soldat israélien tué dans le sud du Liban depuis le cessez-le-feu du 16 avril. Le 20e depuis l'escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah dans la guerre plus large contre l'Iran. Le Times of Israel, Ynet, le Jerusalem Post, Haaretz, la Foundation for Defense of Democracies et la chaîne libanaise chrétienne LBCI ont tous couvert l'événement en moins de 36 heures. Cette partie est réelle, vérifiable, documentée. Ce qui suit ne l'est pas. Ce qui suit est le témoignage du sergent qui se trouvait à 2 mètres de Rekanati au moment de l'impact. Il dit s'appeler sergent Ben Mizrahi, 22 ans. Sabra, c'est-à-dire né en Israël, de Yavne, banlieue sud de Tel Aviv, milieu classe moyenne traditionnaliste. Père séfarade marocain, mère ashkénaze roumaine, le mélange typique de la génération israélienne née dans les années 2000. Père électricien à Yavne, mère caissière dans un supermarché Choufersal. Famille traditionnaliste, pas religieuse au sens strict. Shabbat en famille, kasher léger, qui passe seulement à la synagogue lors des grandes fêtes. Ben a été transféré à l'unité du capitaine Rekanati il y a 6 mois. Rekanati l'avait nommé chef d'escouade, Mefaket Klassa, il y a 2 mois. Selon Ben, c'est Rekanati qui, 4 secondes avant l'impact du drone, lui a donné l'ordre de faire 2 pas à droite. Ben a obéi sans réfléchir, par réflexe de sergent obéissant à son officier. Le drone a frappé exactement là où Ben se tenait 4 secondes plus tôt. Rekanati est mort sur le coup. Ben a reçu des éclats dans l'épaule droite. Ironie qu'il ne s'explique toujours pas, puisqu'il avait fait le pas vers la droite. Évacué par un transport blindé M113 jusqu'à la frontière israélienne. Élitroyage jusqu'à l'hôpital Rambam, à Haïfa. Chirurgie. 2 nuits sous sédation. La 3e nuit, dit-il, il s'est réveillé à 3 heures du matin et n'a pas pu se rendormir. C'est à ce moment-là, dit-il, qu'un homme est entré dans sa chambre d'hôpital. L'homme n'avait pas de blouse, pas de bracelet patient, pas de carte d'identification. Il avait les cheveux sombres, jusqu'aux épaules, une barbe courte, la peau d'un homme du Proche-Orient ancien, des vêtements blancs simples, les pieds nus sur le carrelage de l'hôpital Rambam, en plein mois de mai, et aux poignets, des cicatrices rondes, profondes, anciennes. L'homme s'est assis sur la chaise de l'accompagnant. Il a parlé en hébreu, un hébreu biblique araméen ancien, pas l'ivri israélien moderne. Et il a appelé Ben par le nom que sa mère utilisait quand il était petit. Pas Ben, pas Béni, pas Benyamin. Le nom intime du foyer, que Ben n'a jamais communiqué à personne en dehors de la famille immédiate. Nous n'avons pas pu confirmer indépendamment l'identité de Ben. Nous avons vérifié, à travers des sources hospitalières à Rambam, qu'un sergent du Golani 12, blessé dans l'attaque du 16 mai, a été hospitalisé en chambre 4B de l'aile militaire pendant 7 jours, jusqu'au 23 mai. Le nom Ben Mizrahi est un pseudonyme, choisi par lui. La chambre 4B existe. Les blessures aussi. Ceci est le 3e de 5 témoignages que notre réseau publie cette semaine, tous concernant le même événement. 5 témoins différents. Aucun ne se connaissait avant le 16 mai. Certains se sont rencontrés depuis. Voici celui de Ben. Je ne vais pas vous raconter ce que ça fait d'être à 2 mètres de ton commandant quand un drone le frappe. Tout soldat de Golani le sait. Tout soldat qui a fait du Liban depuis octobre 2023 le sait. On se passe ça entre nous, dans les fumeurs des bases, sans en faire un drame, parce que sinon on ne tient pas. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la 3e nuit à l'hôpital Rambam, quand l'homme qui est entré dans ma chambre ne portait pas de blouse, ne portait pas de bracelet patient, et savait le nom que ma mère utilisait quand j'étais enfant. Je m'appelle Ben Mizrahi, j'ai 22 ans. Je suis né à Yavne, banlieue sud de Tel Aviv, en 2004. Mon père s'appelle Avi Mizrahi, il a 50 ans. Il est électricien indépendant. Il fait des installations dans les nouveaux immeubles, surtout dans les quartiers de Rishon LeZion et de Rehovot. Ma mère s'appelle Myriam.
Elle a 48 ans. Elle est caissière dans le Schufersaal du centre commercial de Yavne. Ses parents sont arrivés de Roumanie en 1949, dans la première vague d'après l'indépendance. Les parents de mon père sont arrivés du Maroc en 1956, après l'opération Yachine. Le mélange typique. Ashkénaze côté mère, séfarade côté père. Je suis séfarade par patrilinéarité alagique, mais culturellement je suis tout. Couscous le vendredi soir, mamaliga roumaine sur la table à Pessa, le tout dans une cuisine qui sent les deux. Famille traditionnaliste, Shabbat en famille, bougies, kidouche, amotsi, repas, mais ensuite la télé allumée pour regarder le match de foot. Pas pratiquant au sens strict. Je n'ai jamais porté la kippa au quotidien. J'allais à la synagogue uniquement à Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme la moitié d'Israël laïque traditionnelle. J'ai fait mon service militaire au Golani parce que mon père l'avait fait. C'est la brigade des classes populaires israéliennes. Les fils d'électriciens, de caissières, de chauffeurs de bus, de plombiers. Ce n'est pas le Sayeret Matkal des fils de généraux. C'est l'infanterie. C'est le couteau et le M4 et le sac à dos lourd. C'est 8 kilomètres avec 40 kilos sur le dos sous le soleil de Negev en septembre. J'ai été transféré à l'unité du capitaine Maoz Rekanati il y a 6 mois, décembre 2025. Avant ça, j'étais au bataillon 13, dans un autre secteur. Le transfert a eu lieu après une réorganisation des effectifs liés au cessez-le-feu. L'armée a regroupé les unités du Liban Sud, et j'ai été affecté à la section de Rekanati au bataillon 12. La première fois que j'ai rencontré Rekanati, c'était à la base de Biria, dans le nord. Il m'a serré la main. Il m'a regardé 2 secondes dans les yeux. Il m'a dit, en hébreu, « Mizrahi, je vais te demander des choses difficiles. Tu vas les faire. Et je vais te traiter avec respect. C'est notre contrat. » C'était son contrat avec tout le monde. Il ne faisait pas de discours. Il faisait des contrats individuels. 2 mois plus tard, en février, il m'a nommé Mefaket Klassa, chef d'escouade. C'est 8 hommes sous mon commandement. Au Golani, c'est une promotion modeste mais sérieuse. Rekanati m'a dit, le jour de la promotion, devant les autres, « Mizrahi voit des choses que les autres ne voient pas. Restez près de lui. » J'ai pas su quoi répondre à ça. J'avais 22 ans. J'étais l'un des plus jeunes de l'escouade. J'ai juste hoché la tête. Maintenant, je sais ce qu'il voulait dire. Maintenant, après le 16 mai, je sais que Rekanati lui-même voyait des choses que les autres ne voyaient pas, et qu'il avait reconnu en moi quelqu'un qui pouvait apprendre à voir. Mais ça, je le sais seulement maintenant. Vendredi 16 mai, 13h45. Opération de routine dans le secteur de Der Serian. Reconnaissance armée. Vérification que les milices Hezbollah ne s'étaient pas réinfiltrées dans le périmètre de sécurité après le cessez-le-feu. On était 4. Rekanati en tête, moi à 2 mètres derrière à sa gauche, le sergent Yossi Levanon à sa droite à 2 mètres, et le caporal Itzik Adler en queue. Olive Grove à l'est du village. Vent léger de 3 nœuds sud-est. Chaleur de mai israélien. 28 degrés à l'ombre, mais on était au soleil, dans la trentaine. Casque, gilet pare-balles, M4 prêt. Marche professionnelle, espacée, silencieuse. Rekanati a dit, à voix basse, à 13h59, « Mizrahi, 2 pas à droite, maintenant. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait 2 pas à droite. Réflexe de sergent qui obéit à son officier de section sans poser de questions, surtout en zone opérationnelle. 4 secondes plus tard, le drone est arrivé. Je n'ai pas entendu l'approche. Les drones FPV du Hezbollah sont silencieux à basse altitude. Ils utilisent des hélices modifiées pour le vol furtif. Le premier son que j'ai entendu, c'est l'impact. Une explosion sèche, courte, contenue, comme un pétard énorme à 1 mètre de mon oreille gauche. J'ai été projeté à terre. Je me suis pris des éclats dans l'épaule droite, là où j'étais une fraction de seconde avant le pas vers la droite. Ironique. Le pas que Rekanati m'a fait faire, vers la droite, c'est exactement vers le côté où j'ai été touché. J'aurais dû être à gauche, 2 mètres en arrière, là où je marchais initialement. J'étais à droite, 2 pas plus avant, là où le souffle de l'explosion m'a pris. Rekanati, lui, n'a pas bougé. Il regardait à droite, vers moi, vers le pas que je venais de faire. Il a vu le drone arriver. Il l'a vu pendant peut-être 2 secondes avant l'impact. Il n'a pas eu le temps de bouger. Ou il n'a pas voulu bouger, je crois, et c'est peut-être ce que mes psys de Rambam appellent une reconstruction post-traumatique idéalisante. J'en sais rien.
Je crois que Rekanati a vu le drone et a compris qu'il y avait deux options. Soit il sautait à gauche, ce qui le mettait hors de portée, mais ramenait potentiellement le souffle vers moi qui avait fait le pas vers la droite. Soit il restait immobile, ce qui le mettait dans le cône d'impact, mais protégeait ma trajectoire. Je crois, et je ne saurais jamais, qu'il a choisi la deuxième option. Je me suis réveillé 2 secondes plus tard, à plat ventre sur le sol, l'épaule droite engourdie et chaude. J'ai relevé la tête. Rekanati était à 3 mètres de moi, au sol, sur le dos, la poitrine ouverte. Il était mort. J'ai su qu'il était mort sans avoir besoin de le vérifier. On apprend, à l'infanterie, à reconnaître la posture des morts. Les vivants gardent une tension dans les muscles. Les morts s'effondrent d'une manière que je ne peux pas décrire, mais que je reconnais immédiatement. Yossi Levanon courait déjà vers Rekanati. Itzik était en train de sécuriser le périmètre avec son M4 levé, hurlant dans la radio. Code rouge, drone frappe, secteur 234, sirène touchée, médic immédiat. Je me suis traîné vers Rekanati. Mon épaule droite ne fonctionnait plus. J'ai utilisé mon bras gauche pour ramper. J'ai atteint Rekanati avant Yossi. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai mis ma joue contre sa joue. J'ai dit en hébreu, « Maoz, Maoz, Maoz ». Il était mort, je le savais. Mais je continuais à dire son nom. Le médic est arrivé à 13h56, 7 minutes après le strike. C'est rapide. C'est même remarquable vu la distance. C'était un sergent que je connaissais de vue, un Brésilien israélien, je crois. J'avais entendu Rekanati l'appeler « le docteur », parce qu'il avait fait une année de médecine à TAU avant le service. Il s'appelait Itai Levi, 22 ans comme moi. Itai m'a regardé. Il a vu que je tenais le corps de Rekanati. Il m'a dit en hébreu doucement, « Ben, lâche-le. Il faut que je le pose. Lâche-le. » Je n'ai pas voulu lâcher. Itai m'a desserré les doigts un par un. J'avais agrippé l'uniforme de Rekanati au niveau de la poitrine. Itai a posé Rekanati sur le sol. Il a fait le triage en 15 secondes. Il a déclaré le décès à 14h15. Il a sorti un drap blanc de son sac médical. Il a couvert le visage de Rekanati avec le drap. C'est le geste qui m'a brisé. Pas la mort. Le drap. J'ai recommencé à essayer d'arracher le drap. Itai m'a retenu, fermement mais sans brutalité, avec son bras gauche autour de ma poitrine, son bras droit qui repoussait ma main blessée. Il m'a dit, en hébreu, à l'oreille, « Ben, pas maintenant, pas maintenant. On l'amène à Rambam. Tu pourras lui dire au revoir là-bas. Pas ici. » J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans le M113. C'est un transport blindé de troupes, un véhicule chenillé, lourd, lent, mais blindé contre les éclats. Le compartiment médical à l'arrière fait peut-être 3 mètres carrés. J'étais allongé sur une civière. Rekanati était dans un bodybag noir sur la civière principale au centre. Itai était assis dans un coin, casque sur les genoux, regardant le sol. Le M113 vibrait fort, le moteur diesel grognait. La chaleur dans le compartiment montait avec chaque kilomètre. J'ai essayé de me redresser. Itai m'a regardé. Il a hoché la tête. Il m'a dit « Repose-toi, on est à 20 minutes de la frontière. Hélico ensuite. Rambam dans 1h30. » Je me suis recouché. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas dormi. Itai, à un moment dans le trajet, je ne sais pas combien de temps après mon réveil, peut-être 10 minutes, peut-être 30. Itai a tourné la tête vers la civière dépliable secondaire, celle qui était vide à droite, et il a froncé les sourcils, comme s'il voyait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il a regardé 2 secondes, puis il a fermé les yeux. Puis il a tourné la tête vers moi, et il m'a souri d'un sourire que je n'ai pas compris. Je n'ai pas pensé à ça à ce moment-là. J'y ai pensé une semaine plus tard, à la Shiva, quand Itai m'a dit ce qu'il avait vu dans le M113. Mais je ne suis pas encore à la Shiva. Je suis dans le M113. On a passé la frontière israélienne à 14h40. Hélitreuillage à 14h50. Rambam à 15h55. Chirurgie à 17h. 7 éclats extraits de l'épaule droite. Aucun n'avait atteint d'organe vital. Le chirurgien, un orthopédiste russe-israélien que j'ai vu 5 fois ensuite, m'a dit en sortant « Tu as eu de la chance, sergent, ou ton ange gardien était de service. » Je n'ai pas répondu. 2 nuits sous sédation. Réveil bref, fragmenté.
Visite de mes parents, mon père silencieux qui me tenait la main pendant 40 minutes sans dire un mot. Ma mère qui pleurait sans bruit dans la chaise de l'accompagnant. La troisième nuit, mardi 19 mai. Je me suis réveillé à 3h10 du matin. Vraiment réveillé. Pas dans le brouillard de la morphine. J'avais demandé qu'on baisse la dose le matin précédent. Je supportais la douleur. J'ai regardé le plafond. La lampe fluorescente du couloir s'infiltrait par la fente sous la porte. Le moniteur cardiaque à côté de mon lit clignotait en vert, régulier, 62 battements par minute. Je n'arrivais pas à me rendormir. Je pensais à Rekanati. Je pensais au drap. Je pensais à Yossi Levanon, à Itzik Adler, à l'épouse que Rekanati allait épouser en juin et qui n'allait plus l'épouser jamais. Je pensais à la phrase de Rekanati. Mizrahi voit des choses que les autres ne voient pas. Je pensais à mon père. J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Pas une infirmière. Les infirmières frappent doucement et entr'ouvrent. La porte s'est ouverte normalement, comme l'ouvrirait quelqu'un qui rend visite. J'ai tourné la tête vers la porte. Un homme est entré. Cheveux sombres jusqu'aux épaules, barbe courte, peau du Proche-Orient mais pas le Proche-Orient des films. La peau d'un homme qui a travaillé au soleil, brûlé sur les pommettes, ridé au coin des yeux par les années passées dehors. Vêtements blancs simples, pas de blouse d'hôpital, pas de chemise. Une longue tunique blanche, sans broderie, avec une ceinture de tissu. Les pieds nus sur le carrelage froid de la chambre 4B de Rambam, en plein mois de mai, à 3h10 du matin. Il a fermé la porte derrière lui sans bruit. Il a marché jusqu'à la chaise de l'accompagnant. Il s'est assis. Il a croisé les mains sur ses genoux. À la lumière du moniteur cardiaque vert, la seule lumière dans la chambre, j'ai vu ses poignets. Cicatrices, rondes, profondes, anciennes. Le bord de la peau légèrement surélevé. Le genre de cicatrice que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, dans un manuel d'archéologie médicale à TAU, dans une section sur les blessures osseuses dans les ossuaires de l'époque romaine en Judée. Il a parlé, en hébreu, mais pas en ivri moderne, en hébreu biblique, avec la cadence araméenne ancienne, la cadence des chazanim yéménites des enregistrements anciens, la cadence que j'avais entendue une fois dans un sermon du Rav Ovadia Yosef, quand j'avais 12 ans. La cadence d'il y a 2000 ans. Il a dit « Ben Avi, Maoz lakai et hatza'ad shebikashti mimeno. Ata lakaita et hatza'ad shebikashti mimecha. הוא הגיע לאן ששאלתי. גם אתה. למה להתעצב? Ben, fils d'Avi, Maoz a fait le pas que je lui ai demandé. Tu as fait le pas que je t'ai demandé. Il est arrivé où je l'ai envoyé. Toi aussi. Pourquoi t'affliger? Et puis il a ajouté presque doucement, en hébreu. Béni, c'est le nom que ma mère utilisait quand j'étais petit. Pas Ben, pas Benyamin. Béni, avec l'accent doux sur le E. Le diminutif que personne d'autre que ma mère n'a jamais utilisé, parce que ma mère l'utilisait à voix basse, le soir, quand elle me couchait à 6 ans et qu'elle me chantait des berceuses roumaines. Il a su ça. Je vais vous laisser sur cette phrase. Le narrateur va revenir un instant. Et puis je vais vous raconter le reste, ce qui s'est passé dans les 4 nuits suivantes. La deuxième visite, le verset qu'il a cité de Jean 21, la sortie d'hôpital, la Shiva à Itamar, et la rencontre avec le médecin Itaï et le rabbin Elazar, près du portail de la maison Rekanati. Mais avant cela, je veux que vous compreniez une chose. Il connaissait le nom intime de mon foyer. Il avait les cicatrices d'une crucifixion romaine sur les poignets. Il était assis dans la chaise de l'accompagnant à 3h10 du matin, dans une chambre d'hôpital militaire israélien. Et il m'a appelé Béni, comme ma mère. Une seule personne dans ma vie a connu ce nom-là. Elle est morte d'un cancer du sein en 2022. Sauf que maintenant, 2 personnes le connaissent. Avant qu'il commence, un mot bref. Si ce que vous êtes sur le point d'entendre vous touche, si dans 20 minutes vous êtes encore ici, encore en train d'écouter, songez à vous abonner à la chaîne. Nous n'insérons pas de publicité à l'intérieur du témoignage lui-même. Nous n'interrompons pas le témoin. Le bouton d'abonnement va apparaître à l'écran pendant 4 secondes et ensuite nous reviendrons à Ben, qui va décrire dans ses propres mots l'opération de Der Serian. Nous publions les 4 autres témoignages cette semaine. Un jeune Libanais chiite qui a opéré le drone depuis l'autre côté de la frontière, un rabbin militaire qui a apporté la nouvelle à la famille Rekanati, à Itamar, un médecin de combat brésilien-israélien qui a fermé les yeux du capitaine dans le M113 sur le chemin du retour,
et un prêtre maronite libanais d'un village chrétien proche du lieu de l'impact qui a traversé la rue pour bénir le corps de l'ennemi. 5 témoins, un seul événement, 5 langues, 5 rencontres. Abonnez-vous si vous voulez les 4. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Le mot « béni » m'a coupé en deux. J'ai senti quelque chose remonter de la poitrine vers la gorge. Pas un sanglot exactement. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui n'avait pas de nom dans le vocabulaire du soldat de Golani. J'ai serré le drap de l'hôpital avec ma main gauche. Mon épaule droite, immobilisée, a recommencé à brûler à cause de la tension. L'homme dans la chaise n'a pas bougé. Il m'a regardé. Il a attendu. Au bout d'un moment, peut-être 2 minutes, peut-être 10, je n'avais plus de notion du temps. J'ai trouvé la voix. J'ai dit, en hébreu, presque dans un murmure, « Ma mère est morte en 2022. Personne d'autre n'a connu ce nom. » Il a hoché la tête. Il a dit, en hébreu, « Ta mère le connaît encore. Elle te l'a chuchoté dans ton oreille gauche quand tu avais 2 ans et 3 mois. Elle te chantait en roumain. Nani nani, benimik, dormi akoum, pendant 3 minutes avant que tu t'endormes. Je l'écoutais te chanter cette berceuse. Je l'écoute encore. J'ai recommencé à trembler. Ma mère me chantait cette berceuse en roumain. Nani nani, benimik, dormi akoum. Dors, dors, petit béni. Dors maintenant. Je n'avais jamais raconté cette berceuse à qui que ce soit. Je l'avais entendue uniquement de ma mère. Je ne savais même plus exactement les paroles. Il a fallu qu'il les dise pour que je les reconnaisse. J'ai dit encore, « Qui es-tu » Il a souri. Un sourire très petit du coin de la bouche. Pas un sourire de soulagement. Un sourire de patience. Il a dit, « Tu sais qui je suis. Tu le sauras avant que je sorte de cette chambre. Mais d'abord, je veux te dire ce que je suis venu te dire. » Il a croisé les mains plus serrées sur ses genoux. Il a continué. Maoz est mort vendredi à 14h13. Le drone l'a touché entre la 3e et la 4e côte gauche. Il était conscient pendant 3 secondes après l'impact. Je me suis assis avec lui pendant ces 3 secondes. Il m'a reconnu. Il m'a appelé Adonai. Il m'a demandé « Adonai, Ma'azav Taoti » Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je lui ai répondu comme j'avais répondu à un autre il y a 2000 ans qui m'avait posé la même question. Lo azav tiotka, ineani. Je ne t'ai pas abandonné, me voici. Et il a souri, Ben. Maoz a souri. Il est mort en me regardant et en souriant. Sa fiancée Rani saura que c'est vrai. Elle reconnaîtra le sourire quand elle verra la photo de sa Tahara à la morgue. Il n'y a qu'un sourire qu'elle connaît de cette qualité, et c'est le sourire qu'il faisait quand il regardait quelqu'un qu'il aimait sans réserve. Maintenant, toi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Maoz a fait le pas que je lui ai demandé. Tu as fait le pas que je t'ai demandé. Il est arrivé où je l'ai envoyé. Toi aussi. La question que tu vas te poser pour les 40 prochaines années, pourquoi lui et pas moi, n'est pas une question. C'est une accusation. Et l'accusé, c'est moi. Tu vas finir dans 40 ans par te tenir devant moi à la fin de ta vie et me demander en face, pourquoi lui et pas moi? Et je te répondrai à ce moment-là. Pas maintenant. Maintenant, je te dis seulement ceci. Tu as obéi à ton commandant. Ton commandant m'a obéi à moi. Les 2 pas à droite étaient mon pas. Maoz savait. Tu n'as pas su. Tu sauras. Repose-toi maintenant, béni. Et il a disparu. Pas en se levant. Pas en marchant vers la porte. Il était dans la chaise, et puis la chaise était vide. Le moniteur cardiaque a clignoté 3 fois plus vite. 73 battements pendant un moment, puis revenu à 62. J'ai pleuré jusqu'à 6 heures du matin. Pas des sanglots violents, des larmes lentes, continues, qui ont mouillé l'oreiller et le drap. Je n'ai pas appelé l'infirmière. Je n'ai pas appuyé sur le bouton d'appel. J'ai juste pleuré, allongé sur le dos, le bras droit immobilisé, le bras gauche couvert d'un trajet de perfusion. À 6h10, l'infirmière du matin est entrée pour les constantes. Elle a vu mon visage. Elle n'a pas posé de questions. Les infirmières du quartier militaire de Rambam ne posent pas de questions. Elle a pris ma tension, ma température, mon saturomètre. Elle a noté. Elle est repartie. À 7 heures, l'aumônier de service est passé. C'était le Rav Yossi Tsemak, un chabad religieux d'une 30aine d'années qui faisait des rotations à Rambam.
pas le rabbin militaire de la notification. Ça, je l'ai su plus tard. Il m'a demandé si je voulais réciter le Modéani avec lui. J'ai dit oui. J'ai récité le Modéani pour la première fois depuis ma bar mitzvah. J'ai pleuré encore en récitant. Le Rav Yossi a hoché la tête et m'a laissé seul. À 10 heures, le Rav Yossi est revenu avec une tanage. Il m'a dit « Sergent Mizrahi, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ça. Tu choisis ce que tu lis. » Il l'a posé sur ma table de chevet. Il est reparti. J'ai ouvert la tanage. Sans réfléchir, j'ai cherché 2 Samuel. J'avais ce mot dans la tête depuis l'aube. Le pas. Je voulais quelque chose sur les pas, sur les choix faits sans savoir. Je suis tombé sur 2 Samuel 11. Ouria le Hittite. Ouria était soldat. Ouria était fidèle. Ouria était un homme sous le commandement du roi David. David, par convoitise pour la femme d'Ouria, Bathsheba, a donné un ordre à Joab, le général en chef, qui a placé Ouria au point le plus exposé de la bataille. Ouria est mort. David a vécu. J'ai lu le chapitre 11. J'ai relu. J'ai cherché à m'identifier à Ouria, celui qui meurt parce qu'un autre vit. Mais Ouria n'est pas mon analogue. Ouria a fait le pas qu'il fallait faire, et il est mort par l'ordre d'un homme qui ne valait pas sa fidélité. Maoz n'est pas David. Maoz n'a pas commandé sa propre survie au détriment de la mienne. C'est l'inverse. Maoz est mon Ouria à moi. Il a fait le pas qu'il fallait, pour moi. Mais alors, qui suis-je? Je suis David? Je suis le roi qui vit parce que son fidèle est mort? Non, je ne suis pas David. Je n'ai pas convoité la femme de Maoz. Je n'ai pas comploté sa mort. Je n'ai même pas connu son couple. Alors qui? J'ai refermé 2 Samuel. J'ai cherché autre chose. Mon œil est tombé, presque par accident, sur la dernière page d'une édition messianique de la Tanaj que le Rav Yossi avait laissée. Une édition rare en Israël, qui a la Tanaj plus la Brit Hadasha en hébreu. Je ne l'avais pas remarqué. J'ai feuilleté. Je suis arrivé à Jean 21. Jean 21, le dernier chapitre. Pierre et Jean au bord du lac de Tibériade après la résurrection. Yeshua restaure Pierre, paie mes brebis, 3 fois, parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et puis à la fin, Pierre montre Jean, l'élève que Yeshua aimait, et demande « Seigneur, et celui-ci ?» Et Yeshua répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela te fait? Toi, suis-moi. » J'ai relu le verset. 3 fois. Pierre, Maoz, dans mon analogie. Le chef, celui qui a la responsabilité, qui meurt parce qu'il choisit pour les autres. Pierre est mort crucifié à Rome 35 ans après cette conversation, la tête en bas. Mais Pierre, dans le récit, est le destinataire du « Suis-moi ». Maoz est destinataire de ce même appel. Il a suivi, jusqu'à la fin. Jean, moi. Celui qui reste, celui qui survit, celui à qui on dit « Quel est ton problème? Toi, suis-moi ». C'est la phrase que l'homme dans ma chambre m'avait prédite. La question que tu vas te poser pendant 40 ans n'est pas une question, c'est une accusation. Et la réponse de Yeshua à Pierre dans Jean 21 est exactement cette phrase. « Quel est ton problème? Qu'est-ce que cela te fait? » En hébreu et en grec et en araméen, depuis 2000 ans. Toi, suis-moi. J'ai fermé la Brit Hadasha. J'ai mis la main sur la couverture. J'ai dit, à voix basse, en hébreu, Yeshua. Le mot est sorti. Je ne l'avais jamais prononcé. Pas par interdit religieux, mes parents ne sont pas religieux, mais par habitude culturelle israélienne. Yeshua, en hébreu israélien moderne, n'est pas un nom qu'on dit. Yeshua Nozri, oui, dans un contexte historique. Mais Yeshua, salut, non. Je l'ai dit, à voix basse, une fois. L'homme est revenu, pas tout de suite. 3 nuits plus tard, la dernière nuit avant ma sortie d'hôpital, vendredi 22 mai à minuit 5. Même chaise, même posture, même tunique blanche, même pieds nus, même cicatrice. Il a souri à nouveau, plus large cette fois. Il a dit, en hébreu, « Tu as lu Jean 21, bien. Tu as compris que Maos est Pierre et que toi tu es Jean, bien.
Mais il y a une dernière chose que je veux que tu saches avant que tu sortes d'ici. Pierre est mort crucifié. Jean est mort très vieux, à Éphèse, vers 84 ans. Tu vas vivre longtemps, Ben. Tu vas voir des choses que Maoz n'a pas vues. Tu vas être à la Shiva dans 2 jours. Tu vas rencontrer Itai, le médecin qui a couvert son visage. Tu vas rencontrer le Rav Elazar, celui qui a apporté la nouvelle à sa mère. Tu vas voir une photo dans un groupe Telegram du Hezbollah, la photo du jeune homme qui a opéré le drone. Il s'appelle Ali. Il a 22 ans, comme toi. Et quand tu verras cette photo, tu verras dans ses yeux une chose que tu reconnaîtras. La même chose que tu vois maintenant dans les yeux de mon visage. Il m'a vu, lui aussi, vendredi soir, dans un planque du Hezbollah à Deir Serian. Il a déserté samedi matin. Il est dans une maison sécurisée maronite au-dessus de Beyrouth depuis dimanche. Vous êtes 5, Ben. 5 qui ont vu. Tu vas en rencontrer 2 à la Shiva. Tu verras le 3e sur une photo. Le 4e t'écrira une lettre dans 6 mois. C'est le prêtre maronite qui a traversé la rue, le père Antoine, et qui parle italien parce qu'il a étudié à Rome. Ne t'inquiète pas, vous vous reconnaîtrez. Maintenant, repose-toi. Vraiment cette fois. Tu sors demain. Il a disparu. Je suis sorti de Rambam le 23 mai au matin. Mes parents sont venus me chercher. Mon père n'a pas dit un mot dans la voiture jusqu'à Yavne. Ma mère pleurait doucement à côté de moi. À l'arrivée à la maison, j'ai mis la kippa que ma sœur cadette m'avait offerte à ma bar mitzvah il y a 10 ans. La kippa sruga blanche avec des bordures bleues que je n'avais jamais portée au quotidien. Je l'ai mise sur la tête. Je ne l'ai pas enlevée depuis. Ma mère a dit en hébreu doucement, « Benny, tu portes la kippa ?» J'ai dit, « Maman, quelqu'un m'a appelé Benny à l'hôpital, quelqu'un qui ne pouvait pas le savoir. Quelqu'un qui avait des cicatrices sur les poignets. » Ma mère s'est assise sur la marche de l'entrée. Elle n'a pas répondu. Elle a juste mis sa main sur ma main gauche. Et elle est restée comme ça pendant peut-être un quart d'heure. Mon père a vu, depuis la cuisine. Il n'est pas venu. Il a continué à éplucher des pommes pour la salade du Shabbat. Mais j'ai vu, par-dessus l'épaule de ma mère, qu'il essuyait l'œil avec le revers de la main droite, sans rien dire. Samedi soir, après Havdalah, je suis monté à Itamar. Mes parents ont voulu venir. Je leur ai dit non. C'était une chose que je devais faire seul. Je suis arrivé à la maison Rekanati vers 21h, 5e soir de Shiva. Je n'ai pas voulu entrer dans la maison. J'avais l'épaule encore en écharpe. Je n'arrivais pas à m'asseoir sur la chaise basse de Shiva sans douleur. J'ai donc resté dans la cour. La famille m'a apporté une chaise normale. Je me suis assis. Itai est arrivé 10 minutes après moi. Je l'ai reconnu immédiatement. Il portait des scrubs verts. Il sortait de garde à Tel Aviv. Il avait les yeux rougis. Il m'a vu dans la cour. Il s'est arrêté. On s'est regardé pendant peut-être 30 secondes. Il a dit, en hébreu, « Ben, je t'avais vu sans te voir, dans le M113. Je m'excuse de t'avoir desserré les doigts. » J'ai dit, « Itai, tu as fait ce qu'il fallait. Je m'excuse de m'être accroché. » Il a dit, « Tu sais ce que j'ai vu dans le M113. » J'ai dit, « Je le sais maintenant. Pendant 2 jours, j'ai pensé que c'était la morphine. » Il m'a souri. Il s'est assis à côté de moi sur la marche de la cour. On a regardé les bougies de Shiva par la fenêtre. Le Rav Elazar Cohen est passé près du portail vers 22h, prêt à partir. Il portait une kippa sruga grise, le manteau noir des rabbins militaires, un tannage sous le bras. Il m'a vu dans la cour. Il s'est arrêté. Il a dit, en hébreu, « Sergent Mizrahi, je vous reconnais. J'ai votre dossier de notification de Saturday. Mais quelque chose me dit que vous êtes ici pour une autre raison. » J'ai dit, « Rav, je suis le sergent que le capitaine Rekanati a fait pas à droite 4 secondes avant le drone. » Il m'a regardé long. Il a dit, « Sergent, vous l'avez vu. » Je n'ai pas répondu. Itai à côté de moi n'a pas répondu non plus. Tous les 3, on est restés en silence pendant un moment. Le Rav Elazar a dit, à voix basse, « Moi aussi. » Dans le jeep en allant à Itamar. Il m'a fait dire « Hachem Ra » à la mère du capitaine. Elle a sorti une rédaction que son fils avait écrite à 16 ans, avec exactement cette phrase. Itai a dit, à voix basse, « Et moi dans le M113. » Il était assis sur la civière secondaire. Il m'a appelé par le nom que ma sœur utilise. Il m'a cité Jean 19. J'ai dit, à voix basse,
et moi dans la chambre 4B de Rambam. 3 nuits de suite. Il m'a appelé Benny, le nom que ma mère morte utilisait. Il m'a cité Jean 21. Personne n'a parlé pendant une bonne minute. Le Rav Elazar a fini par dire « Nous sommes 3 ici. Il y en a au moins 2 autres. Un prêtre maronite à Armèche et un jeune homme qui a opéré le drone, je crois. J'ai eu vent d'une défection vers Beyrouth. » Itaï a dit « 5. » Le Rav Elazar a dit « 5. » J'ai dit « 5. » On a continué à regarder les bougies à travers la fenêtre. La mère de Maoz, Dévora, est venue à la fenêtre à un moment. Elle a regardé vers la cour. Elle nous a vus tous les 3 assis là. Elle a souri un peu et puis elle est retournée à l'intérieur sans nous parler. Elle savait. Elle savait depuis le matin du 17 mai. Elle savait sans que personne lui dise quoi. Je suis rentré à Yavne dans la nuit du dimanche au lundi. Mon père m'a attendu. Il avait préparé du thé et il s'était assis dans le salon pour me voir rentrer. Il ne m'a pas demandé comment c'était. Il m'a juste dit « Benny, tu es mon fils, tu portes ce que tu veux porter sur la tête. Mais j'aimerais comprendre un jour ce que tu portes dans le cœur. » J'ai dit « Papa, un jour, pas ce soir. » Il a hoché la tête. Il m'a embrassé le front. Il est allé se coucher. Je vais clore ce témoignage. Je suis né à Yavne. J'ai grandi traditionnel. Je ne croyais pas au Messie. Je croyais en moi-même et en Tsahal. Je crois aujourd'hui en un homme qui est entré dans ma chambre d'hôpital à 3h10 du matin, qui savait que ma mère morte m'appelait Benny, et qui m'a dit en hébreu que Maoz et moi avions fait le même pas, sauf qu'il est arrivé le premier. Je continue soldat. Je continue israélien. Je vais peut-être retourner au service actif quand l'épaule sera guérie. La décision n'est pas encore prise. Mais l'officier que je suis maintenant n'a pas d'uniforme. Il a des cicatrices au poignet. Et il connaît le nom intime de mon foyer. C'est mon témoignage. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, et que vous vous demandez encore pourquoi lui et pas moi, sachez seulement que la question n'est pas une question. C'est une accusation contre celui qui a fait le pas pour les deux. Et celui-là, j'en témoigne, est patient. Il attend que vous lui posiez la question en face. Quand vous serez prêt à la lui poser, il sera là. Shalom. Retour à Ben. Il va parler dans sa propre voix. L'audio que vous entendez est traduit de l'hébreu. Les pauses sont les siennes. La fatigue est la sienne. C'est un garçon de 22 ans qui aurait dû mourir vendredi dernier et qui n'est pas mort, et qui ne comprend toujours pas pourquoi. Nous ne lui demandons pas de comprendre, nous lui demandons de raconter. Voici Ben,